désigne des statuts juridiques de personnes. Il y a le premier, politis, le citoyen, mais les autres, c'est femmes, métèques, esclaves, citoyens endettés ayant perdu son droit de cité, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a plein de non-citoyens. On estime, dans ce qui passe pour être la ville modèle de la démocratie, Athènes, parce que les autres c'était moins bien qu'une démocratie par l'équipement, on estime que sur 20 000, 30 000 citoyens athéniens, quand il y a une forme de démocratie directe où tout le monde est appelé à participer à l'Assemblée, à l'Ecclésia, il y a au maximum 4 000 personnes qui viennent. C'est pas terrible. C'est pas un modèle de citoyenneté. Donc, ce concept même de citoyenneté, au départ, c'est pas un exercice, c'est un droit. Et nous, ce qu'on peut faire, je crois, c'est un exercice. Nous, ce terme de citoyenneté active, il ne suffit pas d'être citoyen pour être actif. Il faut tenir compte de formes de participation, ce qui fait que si on a une attitude véritablement démocratique, on ne se contente pas de dire démocratie athénienne avec les citoyens, on s'interroge sur le statut des femmes dans la société athénienne de l'Antiquité, sur ce que sont aussi les métèques, sachant que ce terme de métèque, il a fait sa réapparition dans le vocabulaire politique français avec l'extrême droite maurassienne. Maurras, c'est celui qui avait inventé cette formule disant que la France était menacée par les 4 États confédérés qui étaient les métèques, les francs-maçons, les protestants et les juifs. Certains peuvent cumuler. Il y a possibilité de cumuler. Bon. Mais en tout cas, ce terme de métèque avait été réapparu comme critère de différenciation. Donc, je me dis que là, la question du statut juridique ne suffit pas. Il faut s'interroger sur les formes de participation. Et on s'en rend compte quand on étudie aussi. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'un prof d'histoire ancienne romaine, plutôt, qui s'appelait Claude Nicolet. Claude Nicolet, qui était d'ailleurs, dans sa jeunesse, dans le petit groupe de jeunes qui entouraient l'Indes France, et qui est devenu un grand historien de l'Antiquité, et qui a écrit un livre que je trouve remarquable, qui s'appelle « Le métier de citoyen dans la Rome républicaine ». Et là, qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre magnifique? C'est que la citoyenneté, c'est très peu, à Rome, cette fois, je vais pas lier les siècles, c'est très peu l'exercice du pouvoir. C'est plutôt un statut social privilégié dans la République. Ce n'est pas le fait de prendre parti, de prendre part aux décisions, c'est le fait d'être peinard. On simplifie. C'est le fait d'avoir un statut privilégié. Alors donc, cette citoyenneté, d'ailleurs, quand on dit le Sénat et le peuple romain, SPQR, ce qu'on voit sur les plaques d'égout de Rome, SPQR, le Sénat et le peuple romain, c'est que le peuple, l'ensemble des citoyens, il est différent du Sénat qui a pris la possibilité de prendre des décisions importantes. Il y a donc là une sorte de délégation complète de pouvoir qui est faite par les citoyens, qui conserve le statut de citoyen. Alors de temps en temps, on élargit le corps des citoyens. On introduit la plèbe, on fait rentrer les cités italiennes qui ne sont pas Rome, on élargit la citoyenneté, mais cette masse de citoyens nouveaux n'exerce pas toujours le pouvoir. C'est triste, c'est terrible, voilà, des révélations de ce genre sur le fait qu'on n'a pas nécessairement accès au pouvoir quand on est citoyen à Rome. On a droit à une protection. D'où ce passage de l'histoire chrétienne où saint Paul, qui est menacé d'être mis en prison, dit « Je suis un citoyen romain ». À mon avis, il a probablement dit en grec. Je suis un citoyen romain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire je vais aller voter, c'est dire si je dois être jugé, c'est par un juge romain. C'est donc un privilège à ce moment-là, plus qu'un droit de participer à la vie citoyenne. Alors, il faut penser dans ce cadre-là que l'exercice de la citoyenneté est fait par des non-citoyens.
qui captent la possibilité de maîtriser leur destin. Ça sonne bien, la citoyenneté. Ce n'est pas toujours ceux qui sont au départ citoyens, mais c'est ceux qui le deviennent dans un chemin d'émancipation actif qui touche aussi les esclaves. Beau passage du film de Kubrick, Spartacus. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! 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 C'est pas des citoyens. Hein. Mais moi, chaque fois que je vois ce passage de film, je suis Spartacus, je pense à je suis Charlie. C'est-à-dire que la citoyenneté est dans une démarche plus que dans un droit acquis et donné. Une démarche qu'il faut renouveler. Et au moment où, dans l'Empire romain, j'espère pas trop faire de cours d'histoire, mais bon, c'est quand même ma formation, mon métier. Quand dans l'Empire romain, le droit, la situation de citoyen romain est accordée à tout l'Empire aux hommes libres, ni aux femmes, ni aux esclaves, mais où il n'y a plus cette situation d'hommes libres étrangers, c'est au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, en 212, c'est-à-dire on est en plein empire, c'est-à-dire que tout le monde peut être citoyen, mais ça ne veut plus rien dire. Bon, il faut quand même dire les choses avec un peu de netteté. Le statut de citoyen romain à ce moment-là, on est dans une situation où on est dans une fiction démocratique. Hein, dans une fiction démocratique où il y a des citoyens qui peuvent élire un consul, un tribun, ce que vous voulez, mais de toute façon, c'est l'empereur qui a le pouvoir. Même chose dans le fonctionnement de l'Église. Au départ, l'Église, ecclésia, assemblée, le même mot que le mot qui désignait l'assemblée à Athènes, les évêques étaient élus. Ça semblait être quelque chose de démocratique, mais peu à peu, ils ont cessé d'être élus, ils ont été... Bon. Il y a donc une sorte de privation qui continue, ou bien les rois francs étaient soulevés sur le pavois. Il y a encore des débats politiques, mais ils sont complètement faussés par le pouvoir impérial. Par exemple, à Byzance, c'est l'Empire romain qui continue. À Byzance, il y a des conflits politiques au moment des jeux de course, des courses de cheval. C'est un petit peu comme si, comme on disait, le parti principal, c'est le PLU. C'était le moment où, faute de pouvoir agir politiquement, symboliquement, les gens se battaient dans l'hippodrome en disant « je suis pour les verts, je suis pour les bleus, allez les verts, allez les bleus », mais il n'y avait pas de possibilité d'agir sur le propre destin. Le moment où la citoyenneté réémerge, pendant le Moyen-Âge, je viens de passer allègrement un millénaire, c'est une citoyenneté bourgeoise. C'est-à-dire que la création des communes, des villes, des cités libres, qui se fait contre le seigneur, qu'il soit un évêque, qu'il soit un roi, qu'il soit ce que vous voulez, un duc, un prince, ces communes libres réunissent des gens qui sont à la fois des citoyens et des bourgeois, et le mot est à peu près synonyme. Regardez tous les mots qui désignent ces citoyens dans toutes les langues, Bürger, Citizen, mais ça peut être aussi Staatsbürger, etc. L'émancipation des villes au Moyen-Âge a donné un droit aux citoyens
qui se restreint à ceux qui ont un statut de bourgeois, qui sont dans une corporation, et dans cette corporation qui exerce un certain pouvoir. Le pouvoir municipal est dans l'assemblée de ces corporations, le prévôt des marchands à Paris, qui exerce ce pouvoir. Donc, attention, on est dans un processus d'émancipation qui donne des choses symboliques comme les beffrois qui doivent dépasser les cathédrales pour montrer que c'est le pouvoir municipal qui compte, mais l'exercice de la citoyenneté à ce moment-là, dans ce long Moyen-Âge, est en fait limité à des strates de patriciens qui exercent un pouvoir tout à fait inégalitaire dans la société. Je passe encore quelques siècles. On va passer quelques siècles. Ah oui, peut-être pour dire qu'il y a quand même, de temps en temps, des moments où des groupes qui ne sont pas dans ce système des corporations s'expriment, pas toujours pacifiquement, et pas toujours dans un sens qui nous semblerait progressiste. Ouais, oui. Quand dans les guerres de religion, la Ligue défile, c'est vraiment des gens du peuple. C'est vraiment des gens du peuple. Mais quelle bande de fanatiques! Pas de chance quand le peuple n'est pas comme on voudrait qu'il soit. Pas de chance quand il exprime autre chose. Alors, ça peut apparaître dans un sens qui peut nous sembler un sens émancipateur, les paysans qui suivent Jean Hus, ou bien... Mais ça peut être aussi un sens qui nous semblerait réactionnaire. Je pense à ceux qui accompagnent Savonarole à Florence. C'est pas le top de ce qui peut être un éclairage théologique libérateur. On est complètement dans le fanatisme. Mais ce fanatisme, il est aussi porté par ceux qui n'ont pas encore ce statut. Alors, par moments, on retourne à des solutions monarchiques et quand même, un certain nombre de révolutions ont précédé la Révolution française. Et là, je tiens à remettre en cause complètement un schéma historiographique selon lequel les Français ont fait des épouvantables qui auraient pu être évités. La Révolution française, avec sa violence, avec ses excès, regardez en Angleterre, regardez aux États-Unis, regardez ailleurs, c'était beaucoup plus pacifique. Les élites bourgeoises et nobiliaires ont pu fusionner paisiblement. Tu parles. Non. Il y a eu, avant la Révolution française, des formes d'expression d'un projet politique d'élargissement de la citoyenneté qui se sont exprimées de façon non pacifique, qui se sont exprimées, y compris dans une certaine violence, que ce soit au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils ont quand même décapité leur roi plus d'un siècle avant le nôtre. Que ce soit dans les Provinces-Unies, où les protestants de Hollande chassaient les Espagnols en même temps qu'ils voulaient exprimer une forme républicaine, ou que ce soit dans la République de Genève, qui n'a pas toujours été non plus le top de la tolérance religieuse. Il suffit de penser à Michel Servet, qui a été condamné à mort pour hérésie. Bon, donc on a là une situation qu'il ne faut pas idéaliser, mais qui montre bien que l'émergence d'une nouvelle citoyenneté qui précède la Révolution française, dans tous ces exemples que je viens de citer, sur lesquels je vais passer assez rapidement, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure, sur ces formes qui ont précédé la Révolution française. Petit problème, nous qui tenons tellement à nous réclamer du refus, du fanatisme et des Lumières, au moment des Lumières avant la Révolution française, c'est pas encore réglé. Le terme de citoyen, au XVIIIe siècle, avant 1789, s'il est
utilisé, c'est encore dans une certaine logique élitiste. C'est-à-dire que sont citoyens les gens qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la République des lettres. De ceux qui ont accès à un certain savoir, de ceux qui ont accès à des formes de sociabilité, mais pas l'ensemble de la population. Et donc, les travaux qui ont été faits par des historiens comme Daniel Roche, grand historien qui est venu souvent à Nancy, à Lunéville, et qui est vraiment un historien des Lumières, montrent bien que dans l'idée de citoyenneté dans les Lumières avant la Révolution française, c'est pas encore. C'est triste, on aimerait bien trouver l'exemple des Lumières, c'est plutôt sympathique, hein. Mais là, un article qui a été fait par Clovis Gladstone le montre bien. Le mot citoyen dans l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert n'a pas le même sens que pour nous. Alors cet article le montre bien, mais j'ai quand même voulu aller voir dans l'encyclopédie elle-même. Tout est en ligne, c'est vraiment super. Vraiment, c'est une lecture incroyable de pouvoir avoir. Alors, citoyen, regardez, celui qui est membre d'une société libre de plusieurs familles, qui partage les droits de cette société et jouit de ses franchises. Citoyen égale privilégié. Bon, heureusement qu'il y a eu la Révolution. Hein. Heureusement qu'il y a eu la Révolution. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de la Révolution française, on y sera encore dans 2-3 ans, bon. Mais peut-être passer sur la première étape. Il a fallu la prise de la Bastille, il a fallu la Grande Peur, les révoltes paysannes de l'été, pour qu'arrive en août 89 l'idée d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que ce n'est pas, comment dire, un fruit naturel qui est arrivé tout seul. Il y a bien là eu quelque chose qui est de l'ordre de la prise du pouvoir par ceux qui ne l'avaient pas. C'est une véritable révolution qui n'est pas dans la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à là. Bon, je passe sur cette déclaration de Wallon qu'on connaît tous par cœur, hein, pour insister sur le fait que cette déclaration n'a pris tout son sens que quand elle a été suivie par l'émergence de toute une forme de citoyenneté active. C'est-à-dire, la citoyenneté active implique la liberté de la presse et l'exercice de la presse. Et là, le début de la Révolution française a été marqué par un foisonnement de journaux divers, et puis aussi le fait de se réunir, les clubs, les nouvelles formes de sociabilité qui se sont développées entre 1789 et 1792. Alors le club des Jacobins était un peu plus cher que le club des Cordeliers, qui n'était qu'à 10 €. Et donc qui permettait une participation plus populaire. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à cette idée de ce qui est populaire, il va y avoir à Lunéville, je crois que c'est le 8-9 juillet, il faut vérifier, l'association des amis de l'histoire culturelle européenne, je prends la suite de l'Institut d'histoire culturelle européenne, organise des ateliers d'été sur l'idée de culture populaire. Ah, donc ça peut aller dans le sens de ce dont on parle. Oui, hein, j'enverrai les références c'est en juillet, on a un petit peu de temps de se préparer pour y aller. Donc le club des Cordeliers, mais aussi ceux qui étaient attachés à la monarchie constitutionnelle, les clubs, les assemblées, et on en arrive à la première constitution qui a été adoptée en 1791. Eh ben alors il y a des aspects qui sont tout à fait intéressants, mais il faut bien dire que avant même l'adoption de cette constitution de 1791, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, à Nancy. On a la porte des îles à Nancy. Qui sait encore qui est des îles ?
et qui sait surtout quel est le contexte qui a conduit des îles à se sacrifier pour éviter le combat fratricide de régiments hostiles. C'était simplement des soldats des gardes suisses essentiellement qui demandaient leur droit de citoyen. Les soldes avaient été mal versés, ils s'étaient mutinés contre l'officier qui tenait la place de Nancy, qui était le marquis de Bouillé, qui avait tiré sur eux. Et des îles a essayé de s'interposer à ce moment-là. Or, le marquis de Bouillé en question, François-Claude Amour du Charniol, marquis de Bouillé, beau nom, hein, a été celui qui a organisé la fuite de Louis XVI à Varennes. Un super traître, un affreux. Et d'ailleurs, si on chante la Marseillaise en entier, 5e couplet, mais ses complices de Bouillé. Donc on a cette référence dans la Marseillaise. C'est bien de la réactiver pour comprendre ce que ça veut dire. Pour comprendre que la porte des îles, c'était un lieu où les droits que réclamaient les révolutionnaires étaient contrés encore sous cette monarchie constitutionnelle. Alors, la Constitution, alors la fuite du roi, je passe là-dessus, la Constitution de 1791, un tas de bons principes, les citoyens sont admissibles, sauf que tout le monde n'est pas citoyen, et c'est là que le vocabulaire, malheureusement, nous éloigne un petit peu, c'est qu'il y a une catégorie de vrais citoyens qui sont appelés les citoyens actifs. Pour être citoyen actif, il faut payer l'impôt. C'est-à-dire qu'un pauvre ne vote pas. Alors les femmes ne votent pas, les pauvres ne votent pas, les domestiques ne votent pas, même s'ils sont riches, parce qu'ils sont domestiques, parce qu'ils peuvent être influencés dans leur vote. Alors, c'est pas seulement une sorte de méchanceté, c'est l'idée que le citoyen, pour être libre, doit n'avoir aucune entrave, ni problème d'argent, ni problème d'obéir à je ne sais qui, pour que l'expression populaire puisse se faire. Et, bon, alors, il y a ce problème des citoyens actifs et des citoyens passifs, et il y a aussi le problème du veto royal, qui empêche, par exemple, d'exécuter une loi qui a été votée par les instances législatives, qui a une sorte d'empiètement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Je dis ça pour l'époque, chacun réfléchit à ce qui peut être aujourd'hui de cet ordre ou pas. Hein, je n'ai pas de réponse univoque à donner. Donc, pour être citoyen actif, il faut être né ou devenu français, il faut être domicilié dans une ville, il faut payer une certaine contribution. Il ne suffit pas de payer d'impôts, il faut un minimum d'impôts. Hein. Bon, vous voyez, c'est loin d'être quelque chose qui est complètement satisfaisant pour un esprit démocratique. Or, pourquoi ça a cessé? Comment ça a cessé? Qu'est-ce qui fait qu'on passe à la République? Essentiellement, la trahison des aristocrates et du roi, et la création de cette situation de guerre. En gros, comment voulez-vous demander à quelqu'un d'aller se faire trouver la peau si vous ne lui donnez même pas le droit? C'est pas possible. C'est donc là l'invention d'une forme élargie de citoyenneté qui est liée assez précisément à un contexte de trahison et donc de guerre civile, hein, et de guerre. Et je crois qu'on pourrait continuer à regarder des films dont on oublie un petit peu l'existence. La Marseillaise de Jean Renoir. Je me nomme Louise Reclerc. Je suis marchande de poissons au quartier de la Douane et je paie l'impôt. Je viens vous dire que le 28 avril dernier, près d'une ville du Nord qui s'appelle Mons, mon amant, Antoine Givaudan. Sur le Tony, mais c'est mon collègue, tais-toi! Continue, citoyenne, assis! Mon amant, Antoine Givaudan, volontaire de 1791,
sergent au 49e régiment d'infanterie, a été tué par les Autrichiens. Et le citoyen Antoine Bézombe, cavalier au 6e régiment de dragons, qui, blessé de retour à Marseille, m'a apporté la nouvelle, m'a dit que mon amant était tué en fuyant devant l'ennemi. Citoyen, il y en a peut-être ici qui l'ont connu. S'il y en a, ils savent qu'Antoine Givaudan n'avait peur de rien. Et que s'il a fui, c'est parce qu'il a été trahi. Moi, je le connais, Antoine Givaudan. Moi aussi. Peut-être vous, mon ami, alors. Je trouve que ça fait du beau matériel, ça, hein, pour comprendre cette logique révolutionnaire. Et alors, l'arrivée des Marseillais à Paris avec leur évidemment. Et ça me conduit à penser que dans la présentation qu'on fait de la Révolution française, il y a des moments où la peur de la foule révèle une sorte de méfiance antidémocratique. Et le terme même de foule qui est utilisé, parfois, doit être interrogé. Un livre comme La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui a été réédité plein de fois, après tout, est-ce que c'est pas une façon de dire restons entre soi, restons entre nous, évitons de trop ouvrir la porte, hein. Bon, c'est un problème qui expliquerait comment cette étape de généralisation de cette citoyenneté, qui a été reposée complètement pendant la Révolution française, se pose. Alors, après la Révolution française, il y a cet épisode républicain avec la deuxième constitution, celle de 1793. Moi, j'aime bien la lire. J'aime bien la lire et la relire. Le but de la société est le bonheur commun. Bon, hein, et puis le droit à l'éducation, et puis le droit à la subsistance, et ces droits fondamentaux qui ont été posés. Et puis aussi, pour une constitution, alors vous la regarderez, hein, actuellement, il y en a un article qui me semble particulièrement intéressant, c'est le 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Bon, ça me semble un principe intéressant. Hein, ça me semble un principe intéressant pour qu'une république puisse fonctionner. Hein. Bon, je laisse ça de côté pour insister sur le fait, je passe sur les autres constitutions. Évidemment, le directoire rétablit le suffrage censitaire. Il est aboli par Bonaparte, qui remet le suffrage universel, mais le vide de son sens. Le vide complètement de son sens, de la même façon qu'il rétablit l'esclavage, de la même façon. Bon. Donc, je passe à cette longue période de la Restauration, parce qu'en définitive, la Révolution française, elle commence en 1789, mais elle s'achève en 1875. On a un siècle complet de tâtonnement, d'avancées, de retour en arrière, de nouvelles avancées, de choses qui marchent, de choses qui ne marchent pas, avant d'arriver à une sorte de stabilisation républicaine. Alors cette stabilisation républicaine, elle a été en grande partie rendue possible, pas seulement par les institutions, mais par la réalité de ce qui se passe dans le pays. Même un régime aussi peu démocratique que la monarchie de Juillet. Alors je rappelle, la Restauration, c'est 1814-1815 jusqu'en 1830, et en 1830, la Révolution de 1830 modifie la forme de monarchie en faisant une monarchie plus constitutionnelle et plus parlementaire. Mais c'est quand même une monarchie et c'est quand même pas une forme de démocratie. Mais sous la monarchie de Juillet, qui a quand même duré beaucoup plus longtemps que les épisodes de la Première République, 1789, vous allez jusqu'en 1804 pour l'Empire, ça fait quoi? Ça fait 15 ans. La monarchie de Juillet, 1830-1848. Et ça fait un bout de temps, hein. C'est un régime dont on ne peut pas minimiser l'importance. Or, ce régime de pouvoir parlementaire et monarchique a été, et là je fais référence aux travaux de mon prof d'histoire, Maurice Agulon, qui a été mon maître, hein, et qui a été l'historien de la République et de la société française. La période de la monarchie de Juillet, c'est une période d'essai de la démocratie qui s'apprend à la base.
On apprend à être démocrate en allant dans les cercles, en allant dans les bibliothèques, en allant dans les cafés, en allant dans les confréries. Et Agulon a bien montré que c'était souvent de nouveaux notables qui, peu à peu, habituaient à un débat démocratique. Il a montré par exemple la façon dont les anciennes confréries de Provence étaient devenues des loges maçonniques qui appuyaient la République et qui faisaient que la Provence était encore rouge. C'était l'époque où le Var était un département rouge qui avait refusé le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et le Second Empire. Donc il y a là quelque chose qui est une sorte d'apprentissage de la politique, pas nécessairement par le vote, hein, c'est ce qui est important, mais par l'exercice du débat démocratique, par l'habitude d'une sociabilité qui, à ce moment-là, est encore masculine. Il ne faut pas le cacher. Hein. Et quand j'en parlais à Maurice Agulon, il avait tendance à me dire on ne peut pas progresser partout, tout le temps, au même rythme. Il y a des choses qui avancent plus vite que d'autres, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais c'est vrai que cet apprentissage de la démocratie s'est fait dans un cadre essentiellement masculin, avec une figure symbolique féminine, celle de Marianne. Agulon était l'historien des statues de Marianne, a été l'historien de ce. Alors, je vais bientôt arrêter pour qu'on puisse discuter. Parce que c'est dans ce long apprentissage de la démocratie que s'est formé le sens du mot de citoyen tel que nous le comprenons, ou que nous essayons de le comprendre et surtout d'appliquer. C'est-à-dire quelque chose où le vote est un moment important, mais pas le seul. Et tel que la délégation de souveraineté que conduit le vote n'est pas une espèce de renonciation complète à ce droit fondamental de citoyen comme personne active. Et pour ça, je trouve qu'il y a des moments où les républicains ont été très loin dans la façon de penser cette participation nécessaire des citoyens à la formation de la loi et à l'activité des politiques et au mode de gouvernement classique. Il y a pour ça un discours que je trouve particulièrement intéressant, c'est le programme de Gambetta à la fin du Second Empire. Il est candidat à Belleville, dans l'Est populaire parisien, et il trouve dans son discours un moyen de lister tout ce que les républicains veulent faire en rupture avec le Second Empire. Liberté de la presse, abolition des derniers privilèges et monopoles, et puis surtout une insistance particulière sur le Parlement. Regardez ce petit passage de ce discours. Alors c'est un petit peu après, contre le plébiscite en 1870. Il se trouve pas mal d'hommes d'État assez enclins à prendre leurs très réelles compétences, leur très vaste intelligence, comme fin de non-recevoir contre la participation du plus humble au droit et à la souveraineté politique. Cela est vrai, mais cela est la négation de la souveraineté nationale. Et donc je vais essayer de conclure sur cette idée de souveraineté nationale incarnée par le citoyen qui est porteur de cette souveraineté nationale, à la fois individuellement et collectivement, en parlant de cette citoyenneté comme une forme de construction de la seule identité qui ne soit pas réductrice et qui ne soit pas assignée. Le problème de l'identité, c'est pas simple, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Quelle est mon identité? Je ne supporterai pas qu'on réduise mon identité à une donnée. C'est absolument impossible de dire que quelqu'un est de telle religion, de telle préférence sexuelle, de telle... Et puis basta, ça le définit. Non, on est nécessairement dans des identités complexes. Et c'est difficile de vivre avec cette idée qu'on a des identités complexes. Et parfois, et c'est là peut-être que les fanatiques
que nous combattons jouent sur quelque chose de facile en disant « Moi, j'ai la solution !» Vous êtes une identité. Et c'est tout. Allez pas plus loin. Je vous assigne cette identité. Et là, on a perdu. Si on laisse faire ça, c'est fini. La seule façon de dire non, on a plusieurs identités, c'est de trouver l'identité qui cimente les autres. Et cette identité qui cimente les autres, ben c'est celle du citoyen. Le citoyen, être citoyen, c'est la seule façon de se construire une identité qui peut dialoguer, qui peut être avec les autres, et qui permet de penser cette pluralité d'identités que les fanatiques ne supportent pas. Merci de votre attention.